Bienvenue! Aujourd'hui, on part en voyage à l'intérieur d'une structure qu'on pense connaître, mais qui est en réalité un univers d'une complexité et d'une ingéniosité folle, la glande mammaire. Et pour commencer, je vous lance une petite énigme. Quel peut bien être le rapport entre la sueur et le lait maternel? La réponse est assez bluffante et nous plonge directement aux origines de cette glande. Alors, cette connexion? Eh bien, l'histoire de la glande mammaire, figurez-vous, commence avec une fonction corporelle des plus banales. On observe ici ce qu'on appelle les crêtes mammaires. Et voilà la première grosse surprise. La science nous apprend que la glande mammaire est en fait une glande sudoripare modifiée. Oui, une cousine des glandes qui produisent la sueur. Elles ont la même origine embryologique, ce qui explique pourquoi elles apparaissent le long de ces lignes. C'est une parenté évolutive assez incroyable. Alors, en résumé, si on devait faire sa carte d'identité, on dirait quoi? C'est une glande exocrine de type tubulo-alvéolaire, dont le but est de produire du lait, mais le point crucial vraiment, c'est qu'elle est ultra sensible aux hormones. Ce sont elles les chefs d'orchestre qui pilotent absolument tous ces changements. Allez, maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est parti pour la grande visite anatomique, pour voir comment toute cette structure est agencée, de l'extérieur vers l'intérieur. On commence par un plan large, sa localisation. La glande mammaire, elle repose sur les muscles pectoraux, bien ancrés à la paroi de la cage thoracique. C'est sa position de base, son point d'attache dans le torse. Et si on fait une coupe, on plonge au cœur de la machine. On voit ces espèces de grappes, ce sont les lobules, les véritables unités de production. Elles sont toutes reliées par un réseau de pipelines, les canaux galactophores, qui vont transporter le lait. Et tout ça est emballé dans du tissu adipeux qui sert à la fois de soutien et de protection. Le terme un peu scientifique pour décrire ça, c'est tubulo-alvéolaire. Mais en fait, l'idée est simple. C'est comme une usine. Les alvéoles, ce sont les ateliers où l'on fabrique le produit, et les tubes, eh bien, ce sont les chaînes d'assemblage qui l'évacuent. C'est cette organisation qui la rend si performante. D'accord, mais une usine aussi complexe, elle ne sort pas de nulle part. Comment est-ce qu'elle se construit? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière au tout début du développement de l'embryon pour voir les plans de l'architecte. Le chantier démarre très tôt. Dès la 4e semaine, les fameuses crêtes mammaires se dessinent. À 6 semaines, elles régressent pour ne laisser que les bourgeons. Et puis, au 4e mois, ça y est, ça commence à se ramifier. À la naissance, on peut dire que toute la tuyauterie de base est déjà en place, prête pour les développements futurs. On voit très bien la construction ici. D'un simple petit bourgeon à 6 semaines, on arrive à cette structure en arbre, bien plus complexe, à la naissance. On assiste littéralement à la mise en place de toute l'infrastructure de la future glande. L'usine est construite. Voyons maintenant son cycle de vie. Parce qu'elle ne tourne pas en permanence. On va voir comment cette structure peut se transformer de façon radicale en passant d'un état de quasi-sommeil à une activité débordante. Le contraste est saisissant. C'est une véritable métamorphose. Au repos, la glande est faite majoritairement de tissus de soutien. Mais pendant la lactation, elle est presque entièrement colonisée par le tissu glandulaire productif. La structure change du tout au tout. Voilà à quoi ça ressemble au microscope, l'état de repos. La quasi-totalité de ce qu'on voit, ce tissu rose, c'est du tissu conjonctif. Et les petites structures violettes, les acinies, sont rares et discrètes. L'usine est clairement en veille. Faisons maintenant un bond en avant, au 5e mois de grossesse. La différence est flagrante. Les structures violettes ont explosé, elles se sont multipliées, elles ont grossi. Le tissu glandulaire est en pleine expansion, il prend de plus en plus de place. L'usine se prépare, on installe les machines. Et pour finir, la phase de lactation. Là, la transformation est complète. Le tissu rose a presque totalement disparu, il a laissé toute la place à ces énormes acinies violets remplis de sécrétions. L'usine tourne à plein régime, la production est à son maximum. On a vu l'usine de loin, puis de près. Maintenant, on va aller encore plus loin. On va zoomer à l'échelle d'un seul ouvrier de cette usine, la cellule sécrétrice. On arrive à l'unité de base, l'unité terminale ductolobulaire. C'est ici que les chaînes de montage, les canaux, se connectent aux ateliers de production. Ces petits sacs qu'on appelle les alvéoles ou acinies. C'est là, précisément, que le lait est fabriqué. À l'intérieur de chaque cellule, c'est une chorégraphie réglée en 4 temps. 1. La synthèse des composants. 2. L'emballage dans des petites bulles. 3. Le transport de ces bulles vers la sortie. Et 4. La sécrétion, c'est-à-dire la libération du produit fini.
Et voici cette incroyable machinerie cellulaire vue de l'intérieur. Le noyau donne les ordres, le réticulum et l'appareil de Golgi fabriquent et emballent les produits, et les vésicules les transportent. C'est une véritable nano-usine, parfaitement coordonnée. Mais une fois le lait fabriqué, comment il sort de l'atelier? C'est là qu'interviennent les cellules myo-épithéliales. Ce sont de minuscules cellules musculaires qui entourent les acinis. Et comme le dit la citation, en se contractant, elles pressent l'alvéole et, paf, elles expulsent le lait. C'est le mécanisme d'éjection, la toute dernière étape de la production. On termine sur cette pensée. Une structure qui peut s'auto-construire à partir d'un simple plan, rester en sommeil pendant des années, puis se métamorphoser en une usine de production vitale, ça nous rappelle à quel point le corps humain est un système incroyablement dynamique, adaptable et, finalement, génial.